Salut, bienvenue, c'est Amé de Otaku et je suis là pour vous parler de manga comme chaque semaine. J'espère que vous m'entendez bien comme d'habitude, hein, les petits problèmes techniques du début. Euh, alors aujourd'hui, une thématique qui me tenait particulièrement à cœur puis qui a été demandée par John si je me rappelle bien. La thématique c'est le steampunk dans les mangas. Steampunk qui est pas du tout un mouvement asiatique à la base. Fait que la question c'était mais quel est le rapport entre steampunk puis les mangas? On sait qu'on retrouve beaucoup cette esthétique dans toutes les œuvres japonaises. Alors, qu'est-ce qui fait que on la retrouve autant? Quelle est la relation entre le Japon et le mouvement steampunk? Alors, Romy, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc je vais commencer par vous faire un petit historique du mouvement steampunk, vous expliquer à quoi ça correspond. On connaît très bien le terme, mais on ne sait jamais exactement finalement ce qu'il y a là-dedans. Petit historique, puis surtout quelle est sa place au Japon actuellement. Et puis ensuite, évidemment, on va parler de manga. Donc je vais vous recommander les meilleurs mangas, les meilleurs animés dans le style steampunk pour terminer. Allô Michel. Sans plus attendre, commençons avec un petit historique du steampunk et une petite description. Donc le steampunk, c'est un mouvement culturel à la base, mais aussi un mouvement littéraire qui va mêler l'esthétique et la technologie du 19e siècle, mais à des éléments de science-fiction. Donc c'est vraiment autant rétro que dans le futur. Ça mêle vraiment le passé et le futur, et c'est ça qui est si fascinant, je trouve, personnellement. Euh, donc en fait, les progrès technologiques qu'on va voir dans cet aspect science-fiction et futur, dans les œuvres de steampunk, elles se basent non pas sur l'énergie à l'électricité, mais elles se basent sur la machine à vapeur, d'où le nom steam, évidemment. Donc la vapeur et le charbon, qui bien sûr étaient les deux formes, la forme d'électricité qui était en vogue au 19e siècle, à l'époque de la révolution industrielle. Donc c'est vraiment cette révolution industrielle, toute cette industrialisation de l'Europe, parce que c'est né quand même malgré tout en Europe, qui a été extrêmement rapide à l'époque, qui a en fait un petit peu déclenché l'imagination débordante de certains écrivains, de certains artistes, et qui a fait qu'ils sont projetés dans le futur. Qu'est-ce que cette nouvelle forme d'énergie, la machine à vapeur, va pouvoir nous amener? Et puis ils sont allés très très loin. Allô Marie-Pierre, bienvenue, et allô tous ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui on parle de steampunk. Vous allez m'entendre parler du mot assez souvent. Euh, alors il y a un poète célèbre dont je ne me rappelle plus le nom qui a dit une phrase que j'aime beaucoup à travers le steampunk, fait que je voulais vous la redire aujourd'hui. Il dit le steampunk c'est un genre qui imagine à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt. C'est quand même très très cool comme phrase pour décrire ce qu'est ce mouvement-là. Et ce qu'il faut être conscient, c'est que pour l'époque, les technologies qu'on y présentait dans cet aspect un peu science-fiction étaient aussi avancées que ce qu'on présente de nos jours, mais pour les gens du 19e siècle. Donc c'était très très futuriste finalement. Donc le style qu'il dégage, vous connaissez hein, ce style très métallurgie, un peu avec un côté un peu sale, très chargé. Ce style-là, en fait, il se situe vraiment dans l'Angleterre victorienne. L'Angleterre victorienne, on entend toujours ce terme, on en parle beaucoup aussi quand on parle des mangas gothiques, par exemple. Donc l'Angleterre victorienne, pour vous resituer, c'est 1837 à 1901. Donc c'est vraiment principalement la deuxième moitié du 19e siècle. C'est en même temps que justement tout ce constitue en steampunk. Mais en fait, le style steampunk, c'est vraiment un mélange de ça avec le style de la Belle Époque qui avait lieu en France. Ce qu'on appelait la Belle Époque, c'était la fin du 19e siècle. C'est un peu un mélange de différentes cultures européennes. Fait qu'on parle beaucoup du steam, hein, la machine à vapeur, mais le punk dans tout ça, c'est quoi? Alors le punk, ça fait référence en fait au mouvement cyberpunk, qui équivaut plus à de la science-fiction telle qu'on la connaît de nos jours. Mais par contre, le côté punk, si vous voulez, est un peu dans une forme adoucie. L'idéologie libertaire qui se dégage de ce mouvement punk est beaucoup moins poussée que ce que vous pourrez retrouver dans le cyberpunk. Donc, steampunk, idéologie libertaire mêlée à un style 19e siècle
et à du futuriste, de la science-fiction. C'est vraiment ça la définition du terme. Alors comment ça a commencé le steampunk? Ben, c'est un mouvement qui a commencé dans les années 80 en fait, mais ce qui se passe, c'est que Jules Verne, écrivain du 19e siècle, est un petit peu l'inventeur de ce mouvement. Ce qui se passe, c'est que comme le mouvement n'existait pas encore et que le terme steampunk n'existait pas encore, ben Jules Verne a inventé ce mouvement, mais sans le savoir finalement. Donc, notamment, ce qu'on connaît le plus de Jules Verne par rapport au mouvement steampunk, ben, c'est le Nautilus de 20 000 lieues sous la mer, donc le gros sous-marin, et puis tout l'univers et tout l'imaginaire qu'il y a autour de 20 000 lieues sous la mer. Il y a aussi H.G. Wells qui a participé au fondement du genre avec La Guerre des Mondes. Donc un roman qui avait été adapté au cinéma qu'on a, je pense, tous vu. Et à noter aussi que La Guerre des Mondes va être adapté en manga. Il sort très bientôt, j'ai eu la chance de le lire avant sa sortie. C'est une excellente adaptation, fait que je vous conseille de rester à l'affût. Mais je vous en reparlerai bien évidemment le jour où ça va sortir au Québec. Et puis, il y a aussi une autre écrivain très connue qui a participé au mouvement à ses fondements, mais encore une fois, c'était avant que le vrai mouvement existe, c'est Mary Shelley, donc l'auteur de Frankenstein. Alors, au Japon, maintenant, qu'a à voir le mouvement steampunk avec les Japonais puis avec les mangas? Au Japon, en fait, c'est un mouvement qui est hyper populaire, il y a des adeptes vraiment hardcore du steampunk. On sait, hein, quand les Japonais font quelque chose, souvent ils le font de manière quand même assez intense. Au Japon, en fait, le principal attrait, c'est le Steam Garden. C'est un gros festival, une grosse convention qui se passe à Tokyo, puis qui est centré sur le steampunk. Puis c'est surtout un festival de mode. Fait que ça se passe à Harajuku, qui est le quartier de la mode à Tokyo. Et alors en fait, c'est vraiment centré sur du cosplay, des tenues vraiment hyper extravagantes. Et puis, ce que j'ai trouvé cool, en fait, c'est que c'est le steampunk mais adapté à la japonaise. Alors, c'est comme un mélange des tenues classiques de steampunk avec, vous savez, des engrenages et tout ça, mais aussi un espèce de mélange avec les kimonos traditionnels japonais. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment très cool. C'est sur mon sel, hein. On va essayer de faire ça. J'ai essayé de faire ça pour vous montrer la manière la meilleure possible. Mais vous voyez ce que ça peut donner un petit peu. C'est quand même assez hot, je trouve. Attendez, on va y arriver. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est des photos qui sont prises directement à la convention. Vous voyez que les tenues sont quand même vraiment malades. Puis ce côté Japon traditionnel s'accorde super bien. Ça, c'est l'affiche d'une des éditions du Steam Garden. Et voilà, c'est tout ce que j'ai comme photo. Fait que le style est quand même vraiment très hot et c'est un mouvement qui est super connu au Japon. Michel, tu demandes, est-ce que le Steam Garden est la plus grosse des conventions steampunk? Au Japon, ça a l'air. Est-ce que dans le monde entier, je suppose que non, mais j'ai pas poussé les recherches jusque-là, je t'avoue. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à donner votre réponse à Michel. Alors, cette fascination japonaise pour le steampunk, elle a un nom en japonais. Ça s'appelle le Akogare no Paris. Et ça veut dire, ils le traduisent par The Paris of Our Dreams. Donc, le Paris de nos rêves. C'est vraiment comme ça qu'ils s'imaginent la France de la belle époque. C'est quand même assez rêveur. Mais finalement, si on compare et qu'on échange un petit peu le point de vue, ben, on se rend compte que cette espèce de rêverie, elle est quand même assez comparable à notre propre fascination d'occidentaux pour l'Orient, pour les traditions japonaises. Finalement, c'est un petit peu comparable, je trouve. Alors, dans les mangas, le steampunk, comment ça se passe? En fait, ben, c'est Osamu Tezuka. Encore lui, encore Tezuka qui est le premier à intégrer des éléments steampunk dans le manga. Tezuka, il a fait plein de choses, hein, vous le savez, on l'appelle le dieu du manga ou le père du manga moderne. Il est décédé dans les années 80. Il a commencé à écrire des mangas dans les années 50, enfin dans l'après-guerre, on va dire. L'après-seconde guerre mondiale, puis il a posé tous les fondements du manga d'aujourd'hui, autant au niveau du scénario que des dessins, et ben, encore une fois, c'est lui qui a été le pionnier du mouvement steampunk dans l'industrie du manga. Il est quand même très hot, ce Tezuka.
Alors, c'était ces productions de la fin des années 40, justement. C'était ce tout premier manga vraiment connu, euh, où il a intégré les éléments steampunk. Puis notamment, il avait fait une trilogie de science-fiction où il avait vraiment intégré le steampunk. Donc, dans cette trilogie, il y avait Lost World, il y avait Metropolis, puis il y avait Next World. Donc, trois œuvres dont la plus connue aujourd'hui est devenue bien évidemment Metropolis. L'animé est extrêmement connu. Si vous avez pas vu Metropolis, que vous aimez les choses un peu rétro, parce qu'évidemment c'est du Tezuka, alors ça a vieilli. Si vous aimez ce style, je vous encourage vraiment à écouter Metropolis, c'est un magnifique film. Michel, tu dis Tezuka est le maître, longue vie au maître. Ouais, il est mort, mais bon. Il est mort dans les années 80. Et vous saviez que Tezuka, il est mort en laissant une œuvre inachevée qui s'appelle Neofaust et qui a été publiée à l'état originel où il l'a laissé en fait. Fait qu'avec toutes les planches qu'il n'avait pas terminées, à l'étape où il les avait laissées, comme la finition, le storyboard et tout, c'est vraiment impressionnant à voir. Après Tezuka, on a retrouvé encore des influences steampunk dans des œuvres mainstream des années 70. Ça a beaucoup fonctionné aussi. Par exemple, vous aviez Space Battleship Yamato, pardon, de Leiji Matsumoto, donc le même auteur que Albator, un peu le même type d'univers. On était vraiment rejoignait des éléments steampunk. Et puis également dans La Rose de Versailles, que vous connaissez peut-être sous le nom de Lady Oscar, le nom de l'animé, où il y avait des éléments steampunk qui se retrouvaient également. Forcément, puisque ça se passait en France, donc les Japonais voulaient essayer de retrouver cette France de la belle époque. Même si c'est pas du tout la même époque en fait. Et puis bien sûr, je peux pas parler de steampunk sans évoquer Hayao Miyazaki, évidemment. Donc le célèbre réalisateur des films des studios Ghibli. Et tout simplement, Miyazaki, c'est difficile à dire, je m'excuse, Hayao Miyazaki. Donc on va dire Miyazaki. Miyazaki, il a quand même commencé sa carrière avec un film d'animation qui s'appelle Future Boy Conan, qui est clairement du pur steampunk. C'était en 1978. Donc en fait, très tôt dans le mouvement finalement. C'est vraiment ancré profondément dans le style. Puis une grande partie de son travail avec les studios Ghibli va intégrer encore des éléments steampunk. Je pense notamment à Nausicaa, c'est clairement évident, à Laputa, au Castle in the Sky, ou à House Moving Castle, ce château géant fait forcément penser au monde steampunk. Vous voyez que on va vraiment retrouver des éléments steampunk depuis très longtemps. L'historique du manga en fait, et c'est une longue histoire d'amour entre le steampunk et le manga. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'habitude, je vous encourage à poser des questions. Je pense que j'ai oublié ce soir, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions ou à intervenir si vous avez des trucs à rajouter, si vous y connaissez dans la thématique, ça va me faire bien plaisir. Michel, tu dis Leiji Matsumoto n'a été que le character designer sur Yamato. Oh, ok, excuse-moi. Toutes mes excuses. Qui était l'auteur? Il me semblait que Matsumoto avait fait l'œuvre au complet, mais je me trompe possiblement. Parlons manga maintenant. Alors, tiens, on va parler d'animé un petit peu très rapidement. Quelques noms d'animés juste jetés par-ci par-là, si vous voulez explorer la thématique steampunk. Alors, Last Exile, évidemment, Violet Evergarden, un peu plus récent. Évidemment, classique, Full Metal Alchemist Brotherhood. On s'entend que FMA, c'est quand même très ancré dans le style steampunk. J'ai parlé de Laputa, donc de Castle in the Sky de Miyazaki, qui est clairement une thématique purement steampunk également. Steam Detective, très bon film aussi. Puis mes deux préférés, c'est Steam Boy puis Fatima Inverted. Alors Steam Boy, ça a été réalisé par Otomo, qui est l'auteur de Akira. Fait que c'est quand même d'une qualité assez monumentale. Puis mon préféré de chez préféré, c'est Fatima Inverted. J'adore ce film, il est juste magnifique. C'est un monde où il y a deux gravités inversées. Et puis il y a les riches au-dessus qui vivent dans un monde plutôt sci-fi, et puis les pauvres en dessous qui vivent dans un monde plutôt steampunk. Et ça va être une histoire d'amour entre deux enfants des deux mondes. C'est une histoire qui est devenue assez classique, mais quand c'était sorti, j'ai trouvé que l'animation était fabuleuse. Renaud, tu demandes c'est quoi la citation du poète que tu as dit au début.
Alors la citation du poète, c'était vraiment pour... Alors je me rappelle plus du nom du poète par exemple, c'est ça le problème. Attends, je vais la retrouver. Donc c'était en fait pour définir le steampunk. Il disait, le steampunk est un genre qui imagine à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt. Tout simplement parce que c'est vraiment un genre qui fait de la sci-fi, mais avec l'imagination qu'on pouvait avoir du futur de l'époque. Donc la seule technologie qu'on connaissait, c'était la machine à vapeur. Donc on s'est dit, ok, si on pousse à l'extrême, qu'est-ce que la machine à vapeur peut faire dans le futur? Et ça a donné des trucs complètement flyés. Alors qu'aujourd'hui, quand on fait de la sci-fi, ben, on se base pas du tout sur cette forme d'énergie. On s'est basé sur l'électricité pour la sci-fi du XXe siècle, puis la sci-fi du XXIe siècle possiblement va se baser sur d'autres formes d'énergie. Donc oui, j'aime beaucoup cette citation, effectivement. Ah, merci Michel pour les précisions sur Space Battleship Yamato. Alors maintenant, quelques recommandations des meilleurs mangas steampunk. Donc, bien évidemment, comme je le disais, Full Metal Alchemist, je pense que vous connaissez tous, je ne vais pas vous parler de Full Metal Alchemist, on va suivre nos deux frères dans leur quête, impossible. J'adore évidemment le dessin de Hiromu Arakawa. C'est sûr que si vous voulez un peu découvrir l'environnement steampunk, je trouve que Full Metal Alchemist c'est une bonne porte d'entrée, même si c'est pas du steampunk poussé vraiment à l'extrême et pur et dur. Là, disons que c'est influencé par l'esthétique steampunk, mais c'est pas non plus du pur et du dur. Alors là, je vais vous montrer. Ça, c'est l'édition double de Full Metal Alchemist. Il y a 50 millions d'éditions de Full Metal Alchemist. J'aime beaucoup la nouvelle qui est ici, la Perfect Edition, avec les traductions refaites, puis elle est grand format. Le cover est magnifique. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a comme... Voilà, si je le mets de même, vous allez voir que en fait, en reflet ici, il y a comme le symbole, avec vous savez, l'espèce d'étoile, le logo de Full Metal qui est en relief. Elle est vraiment superbe. Romy, tu nous dis que la citation serait de Douglas Featherling. Oui, effectivement, le nom me parle. Je pense que c'est bien ça. Merci pour les recherches, Romy. Et est-ce que j'ai parlé de Steam Boy? Oui, évidemment, j'ai parlé de Steam Boy. Je disais que c'était de Otomo. C'est ça. Si vous voulez un titre qui est... En fait, j'ai deux titres ici qui sont du pur steampunk. J'ai Beyond the Clouds. Vraiment, vous voyez que déjà dans l'esthétique, on ne peut pas se tromper. Voilà un petit peu l'arrière du cover. Dans Beyond the Clouds, vous allez voir que le dessin est complètement malade. J'aime beaucoup le style graphique. En fait, ça fait très penser à du Miyazaki. Hans disait, il y a le château dans le ciel. Oui, tout à fait également. La Puta, ouais, j'en ai parlé. Hop. Voilà à quoi ressemble un petit peu Beyond the Clouds. Et en fait, Beyond the Clouds se situe dans une ville style 19e siècle, mais futuriste. Donc on est vraiment, comme je vous le disais, purement dans le steampunk. Et on suit un jeune garçon qui cherche un peu un sens à sa vie. Il n'est pas très à l'aise dans ce monde-là. Et un jour, il va tomber sur une petite fille abandonnée, qui a l'air en détresse, qui a l'air blessée. Et il va se rendre compte que c'est un ange. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce monde-là, il y a une légende qui dit que dans le passé, il y aurait eu des anges qui étaient disons une autre espèce qui était autant répandue que les humains et qui vivait en harmonie avec les humains, mais que les anges ont été décimés et que cette race n'existe plus. Effectivement, il n'y a plus d'anges sur la planète. Et donc, le jour où il va tomber sur cette petite fille... Oups, là, j'ai manqué de vous montrer une image qui spoil complètement le tome 1, fait que je l'ai pas montré. Voilà. Quand il va tomber sur cette petite fille, il va se rendre compte qu'elle a une aile d'ange en fait, et qu'elle est effectivement un des derniers anges de la planète, qu'elle est la preuve vivante que cette race existe toujours. Sauf que sa deuxième aile est brisée. Alors il va essayer de lui reconstruire une deuxième aile pour l'aider à rentrer chez elle. C'est vraiment un super beau manga. J'aime vraiment beaucoup, comme je vous disais, autant au niveau du design qu'au niveau du feeling, puis du côté très émotif. Et en même temps, il y a quand même beaucoup de suspense aussi. C'est quand même... Attends, je vais essayer de vous montrer un petit peu le type d'aile qui lui reconstruit, parce que c'est vraiment dans la thématique.
faut que j'arrive à vous le montrer, mais sans vous spoiler, tu sais, c'est toujours un peu délicat. Et ben, je le trouverai pas. Sorry, vous lirez le manga. Donc, ça s'appelle Beyond the Clouds. Et puis l'autre titre qui, à mon avis, est très ancré dans le style steampunk, c'est Drifting Dragons. Renaud, tu dis, je pense que le steampunk colle bien au Japon grâce à l'industrialisation arrivée d'Europe sous l'ère Meiji, qui est effectivement, oui, au même moment, seconde moitié du 19e siècle. Donc Drifting Dragons, c'est un titre qui m'a fait énormément penser à Nausicaa. Encore une fois, autant dans le style de dessin que dans les engins volants qu'on va retrouver, qui ressemblent un peu aux engins que Nausicaa et son peuple utilisent, et puis dans toutes ces créatures imaginaires. Alors, Drifting Dragon, c'est une œuvre qui a laissé personne indifférent, mais tout le monde n'a pas aimé. C'est assez spécifique. C'est en fait l'histoire d'une troupe de chasseurs de dragons. Alors voilà, ils se promènent dans ce genre d'engin. Vous voyez qu'on est vraiment dans le style steampunk, et ils chassent des dragons. C'est tout simplement leur manière de vivre et de gagner de l'argent et de se nourrir. Et ils vivent en fait à temps plein dans leur ballon. Ce qui se passe, c'est que évidemment, il y a des gens qui sont contre la chasse aux dragons. Il va y avoir plusieurs clans, puis on va les suivre en fait on va suivre plusieurs personnages. C'est assez varié au niveau des caractères et tout ça dans leurs différentes chasses aux dragons. Pourquoi certains personnages n'ont pas aimé, pourquoi certaines personnes n'ont pas aimé, c'est que il y a une thématique un petit peu. On peut l'interpréter comme une thématique un petit peu anti-écologique. Parce que et puis anti-végétarienne, parce que ça incite parce qu'on les voit tout le temps manger de la chair de dragon, puis vouloir toujours tuer plus de dragons. Alors il y a comme certaines personnes qui n'ont vraiment pas aimé cette thématique-là, qui est pas très adaptée effectivement au goût du jour. Mais outre ça, je trouve que c'est un excellent manga. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé cool, et ça, on le retrouve pas, je crois, dans le tome 2, c'est juste dans le tome 1, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, j'en vois pas. Dans le tome 1, à chaque fin de chapitre, vous avez, dans la page qui sépare les deux chapitres, vous avez une recette pour bien cuisiner le dragon. Fait que vous avez différentes recettes à essayer à la maison, si jamais vous trouvez de la viande de dragon chez IGA. Fait que moi j'ai beaucoup trippé sur Drifting Dragons. Comme vous voyez, je viens de vous montrer le style, ça fait vraiment penser à ce que Miyazaki pourrait faire. Ensuite, il y a aussi Last Exile qui est disponible chez Panini. Je sais pas s'il est encore disponible par contre, mais ça me ferait bien plaisir qu'il le soit. Alors, on continue. Bon, celui-ci est très connu. Les Mémoires de Vanitas, on le cite plutôt comme un manga gothique. Il est très ancré dans l'époque de l'Angleterre victorienne. Mais comme je vous le disais, le steampunk intègre des éléments d'Angleterre victorienne. Et donc, forcément, on retrouve un petit peu cette esthétique steampunk. Même si les thématiques sont moins abordées dans le manga. Donc, c'est la série en cours de l'auteur de Pandora Hearts. Et on y suit Hop, je vous montre un petit peu les images, c'est super bien dessiné, vous allez voir. On y suit un vampire en fait. Les vampires ne peuvent pas s'en prendre aux humains. Et donc il va y avoir un incident, on va dire, qui va se passer avec un vampire. Et notre héros va partir un petit peu en quête pour essayer de finalement de réduire la frontière entre le monde des vampires et le monde des humains. Et de faire en sorte que tout le monde finisse par vivre ensemble. Voilà. Donc, c'est un shonen gothique, mais je trouvais qu'il intégrait quand même pas mal à des éléments esthétiques steampunk. C'est pour ça que je voulais le présenter ce soir. Donc, c'est Les Mémoires de Vanitas. Je ne peux évidemment pas parler de steampunk sans parler de Jules Verne, donc même si c'est pas son œuvre la plus steampunk, je vais en parler quand même parce que j'adore cette adaptation, c'est Voyage au centre de la Terre. Ceux qui suivent mes lives, je pense que vous m'avez entendu en parler au moins 10 fois parce que je l'aime vraiment beaucoup. On me demande le titre de ce manga. Alors le titre du manga que je viens de présenter, c'est Les Mémoires de Vanitas. Donc, les voyages au centre de la Terre.
Voyage au centre de la Terre est une adaptation qui a été faite en 4 volumes, donc de l'œuvre de Jules Verne, et je la trouve très bien parce qu'elle est très fidèle à la manière dont se déroulait l'histoire originale, mais surtout parce que l'auteur en fait s'est inspiré du style de gravure qu'on retrouvait dans les premières éditions de Voyage au centre de la Terre afin de dessiner. Pour ceux qui auraient pu avoir accès à ces éditions, il y avait certaines pages qui étaient illustrées avec des gravures, avec un style vraiment particulier qui ressemblait, je vais essayer de vous trouver une page qui est caractéristique pour que vous compreniez un petit peu ce dont je parle. C'est plus au niveau des paysages qu'on va le retrouver. Allô Dominique? Allez, il faut vraiment que je vous trouve une page pour que vous compreniez un petit peu ce style-là, si vous voulez. Donc, quand il y a des grands plans, comme ça, on le voit mieux sur des paysages. Donc, les gravures qu'on retrouvait dans Voyage au centre de la Terre ressemblaient vraiment à ce style-là. Et je trouve intéressant que l'auteur du manga se soit inspiré de ce style pour reproduire, et les reproduit dans son manga. Je trouve ça vraiment cool. Sinon, comme je vous disais, l'histoire est vraiment bien refaite. Puis souvent, quand on refait les classiques de littérature en manga, c'est souvent des one-shots, on est obligé de réduire beaucoup l'histoire. Là, le fait que ça a été fait en 4 volumes, ça permet que l'histoire soit vraiment bien développée. Fait que vraiment, si vous voulez découvrir, je le conseille vraiment beaucoup. Probablement un petit peu moins connu, mais quand même, malgré tout, vous avez Letterby. Letterby qui est un titre vraiment sympa, que je classe moi en shonen gothique également, mais là pour le coup on est quand même plus ancré dans le steampunk. Je vous montre un petit peu aussi à quoi ça ressemble. Dans Letterby en fait on suit des postiers d'un monde imaginaire. Ils parcourent ce monde ils ont des espèces de pouvoirs spécifiques et puis ils délivrent le courrier puis les colis. Et ce qui va se passer... merci, je vais bien Dominique, et toi? Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, ils vont tomber sur un colis un peu spécial. Dans ce colis, il y a un enfant avec une adresse de livraison. Et donc, leur mission va être de s'assurer que cet enfant arrive sain et sauf à l'adresse qu'on leur a donnée. C'est vraiment très cute, c'est une série qui est quand même assez longue, c'est terminé en 19 volumes. Ça fait un peu penser dans le style aussi à Black Butler, mais avec cette touche steampunk qu'on aime. Donc c'est Letterby. Je passe à City Hall, manga français de Guillaume Lapère et Rémi Guérin, qui lui aussi s'inspirait beaucoup de la thématique steampunk. Vous le voyez, hein, ici avec toute la partie un peu dorée, engrenage, etc. On n'a même pas ouvert, qu'on voit qu'on est déjà dans le steampunk. Dans City Hall, en fait, les personnages étaient capables d'avoir des pouvoirs magiques tirés des livres. Donc en fait, les livres pouvaient devenir leurs armes. C'est une série qui est terminée en 7 volumes, qui a vraiment contribué à la réputation de ces deux auteurs-là sur la scène du manga français. C'est deux auteurs qui commencent à avoir de la bouteille, là, je dirais, comme ils savent ce qu'il faut. Donc City Hall, qui malheureusement se lit dans le sens occidental. C'est un peu plate, mais ça passe bien pareil. Et je vais terminer avec... Arantxa, t'as noté pour Letterby, c'est ta prochaine lecture. Oui, connaissant tes goûts de lecture, je pense que tu vas aimer ça. Alors je termine avec un de mes coups de cœur ever. Là j'en parle aussi très souvent, je le remets un peu partout. Il est très ancré dans la thématique steampunk, pour le coup on est vraiment dedans. C'est Levius. Alors je sais que Levius a été popularisé par Netflix il y a quelques temps. Avant ça c'était très underground, très peu connu. C'était comme ma recommandation pour certains clients vraiment bien précis. Et en fait Levius... en fait, il y a 2 séries Levius, si vous voulez. Ça, c'est la principale. Puis là, vous avez Levius Est, qui est comme sa suite. Ce qui s'est passé, c'est que l'auteur était vraiment pas connu. C'est vraiment sa première série. Et son éditeur lui a dit, ce sera une série en 3 volumes, puis on voit si ça fonctionne, et après on voit ce qu'on fait. Puis finalement, ça a vraiment fonctionné. Alors, il a autorisé à continuer sa série. Vu qu'ils avaient bouclé Levius, ils ont préféré faire comme une suite. Donc, ils ont appelé Levius Est, comme Est, comme Nord, Sud, Est, Ouest, comme les points cardinaux. Dans Levius, on est dans une société
qu'il est impossible de replacer dans le temps parce que donc c'est très steampunk et en même temps ça se passe comme les combats qu'on va suivre, parce que ça va parler de combat de boxe, de combat de boxe mécanique pour être exact, et en fait ça va être dans cette espèce de grandes arènes romaines qui ressemblent à des arènes de gladiateurs. Fait qu'on mélange encore une époque supplémentaire, par contre ça va très très loin dans le futuriste. Vous allez voir que le style de dessin est complètement amazing. Vous avez un auteur qui va utiliser en fait un jeu entre les plans nets et les plans floutés afin de donner un aspect très cinématographique au dessin et ça fait qu'on entre extrêmement facilement dans l'univers. Alors, donc Levius est un jeune homme qui participe à la boxe mécanique. Donc la boxe mécanique, on a le droit d'y participer seulement si on a un de ses membres qui a été remplacé par une partie mécanique. Lui, c'est son bras qu'il a perdu pendant la guerre quand il était petit. Et cette guerre qui a fait qu'il a perdu son bras n'est toujours pas terminée. Donc nos combats de boxe se passent dans un pays en guerre et c'est un peu comme le hockey ici, si vous voulez, c'est comme le sport national et donc il y a tellement de monde qui assiste que il y a des gros enjeux politiques et économiques derrière ce sport. Et donc Levius, grâce à son influence et grâce à ses combats, pourrait éventuellement changer le positionnement de son pays dans la guerre. Ah, t'as checké, Hans, que Last Exile était encore disponible. Oh, c'est cool ça. Merci pour l'info. Je pense on pourrait le commander, ça pourrait être très cool. Donc on a une prémisse quand même relativement simpliste, mais avec des enjeux politiques bien développés et des combats de boxe qui sont complètement malades. Je vous en ai montré un ou deux. Là on voit Levius qui rentre dans l'arène pour combattre. Et voilà un petit peu ce que peut donner une scène de combat. C'est ultra violent, je ne le conseille pas à un public trop sensible par exemple. Il y a beaucoup de sang, c'est assez gore, mais non, c'est vraiment une très belle œuvre. Pour ceux qui auraient lu Levius mais qui n'auraient pas lu Levius Est. Donc au bout des 3 tomes de Levius, ce qui va se passer c'est que va y avoir un événement que je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui. Évidemment, vous commencez à me connaître, mais un événement assez surprenant et brutal. Et Levius Est va se passer 1 an après cet événement. Et donc on va découvrir ce qui a provoqué cet événement brutal. On va découvrir ce qui s'est passé pendant toute cette année où on n'a plus accès à l'histoire. Et on va en apprendre beaucoup plus sur la technologie. Parce que ce qui se passe, c'est que la boxe mécanique, donc avec cette partie articulée, se base sur une technologie à vapeur également. Puisqu'on est en steampunk, mais on n'en sait pas grand chose dans la série originale. Donc si vous avez lu la série originale mais pas encore Levius Est, sachez que on va vraiment développer les choses au niveau de cette technologie et ça rend le manga vraiment encore plus intéressant. Et voilà, donc c'était mon coup de cœur steampunk qui conclut ce live sur le steampunk. J'espère que vous avez aimé ça. Sinon, en fait, notre prochain live, c'est dans 2 jours, c'est jeudi, et on va parler des nouveautés. Sinon, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez retrouver Simon dans ses lives le vendredi soir, dans ses lives en anglais. Donc, merci beaucoup à tous, passez une belle soirée, et on se retrouve jeudi. Bye bye!